enchaînons à présent avec Planète Marché, une quarantaine de minutes pour tenter de décrypter l'actualité politique, économique, mais surtout financière dans Smart Bourse. Et ce soir, 3 experts pour nous accompagner. François Collet, tout d'abord, bonsoir. Vous êtes gérant obligataire chez DNCA. Merci d'être avec nous. Nous sommes accompagnés également par Xavier de Buren. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion et nous sommes également accompagnés par Florian Yelpo. Bonsoir Florian. Bonsoir. Vous êtes Head of Macro de Lombardier Investment Management. Alors on va essayer de commenter ensemble un petit peu le contexte de marché actuel. On va peut-être commencer avec vous, Florian Yelpo. On va réagir à l'actualité. Du coup, on a vu un tweet de Charles Michel passer donc aujourd'hui en réaction à des images qu'on a vues ce week-end, donc d'exactions commises ou en tout cas attribuées par les forces armées russes sur des civils ukrainiens. La réaction européenne a été de dire il va y avoir des sanctions supplémentaires. La question qu'on se pose dans Smart Bourse, c'est est-ce que, l'Union européenne peut proposer et appliquer de nouvelles sanctions, et deuxième question, peut-elle se le permettre vis-à-vis de son sujet de dépendance au gaz ou au pétrole russe? Comment est-ce que vous voyez cette situation, Florian Yelpo? Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a ici un prolongement d'une situation qui est en fait plus structurelle qu'on ne le pensait. Quand on est rentré dans la crise, quand on est rentré dans cette invasion, on a pensé, comme beaucoup, qu'il s'agissait de quelque chose de temporaire. C'était un petit peu le consensus du marché, par exemple, la volatilité, etc. Là où on est aujourd'hui, c'est un indice de l'effritement de deux éléments qu'ont fait un peu le capitalisme de ces 40 dernières années, sans faire trop d'histoire, mais qui était le fait qu'on ait accès à des ressources énergétiques à bas coût, on se souvient encore de 2015, et même plus récemment de 2020, et l'autre élément, c'est cette espèce de globalisation à tout crin. Aujourd'hui, clairement, on a des réactions régionalisées face à la crise. On voit l'Europe qui parle quasiment d'une seule voix, alors les Allemands peut-être un petit peu en marge, mais ce qui est intéressant de notre point de vue, c'est que ces deux éléments-là qui sont en train un petit peu de s'effriter, en tout cas en train de reculer, il y a régionalisation, il y a des coûts de production des matières premières qui sont en train de grimper et les actions, les sanctions qui vont être mises en place, qui pourraient être mises en place, vont également dans cette direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'inflation. Et ça, pour nous, c'est la problématique qui a pas mal préoccupé les marchés en début d'année. Récemment, il y a eu un focus plutôt sur l'invasion que sur l'inflation. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que la lame de fond de l'inflation, elle n'est pas encore derrière nous. D'accord. Et la poursuite de ces sanctions-là, c'est du narratif qui va exactement dans cette direction-là, à notre sens. Alors même qu'on a découvert, par exemple, le chiffre de l'inflation pour le mois de mars en zone euro qui était de 7,5% en annuel. Donc on est déjà sur des niveaux d'inflation élevés. Et ce que vous dites, c'est qu'on va aller encore plus loin si jamais on met de nouvelles sanctions, ou de toute façon on ira encore plus loin et la lame de fond n'est pas encore derrière nous. Ce qu'on dit, c'est que cette inflation supérieure à la cible de la Banque centrale, de 2,5 ou de 2, comme alors là, effectivement, on l'a bien dépassé. Oui, c'est ça. On l'a bien dépassé et on va mettre du temps avant d'y revenir, si jamais on y revient. Et ces évolutions qui sont plus structurelles, elles pourraient nous ramener vers des scénarios d'inflation qui ont plutôt des cibles hors récession, des cibles qui vont de 3 à 4%, on en parlera peut-être après sur la partie obligataire, et l'interaction avec les taux d'intérêt, elle est particulièrement importante à ce stade-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de changer dans le capitalisme moderne, en tout cas à notre sens, et ça a un impact sur les marchés financiers, c'est la question du jour. Et alors, un mot toujours sur les potentielles sanctions de l'Union européenne. Donc, on n'est pas là ici pour tenter de les deviner avant qu'elles soient mises en application. On entend en revanche, ou on écoute ce que disent les différents chefs d'État ou responsables politiques, et on a quand même l'impression que le seul levier qui reste à l'Union européenne, c'est d'agir sur les achats de matières premières. Alors, on parle du charbon, on parle du pétrole, et évidemment, on va parler du gaz. On n'est pas tous face à la même situation dans les pays européens, et le cas de l'Allemagne pourrait devenir réellement problématique si jamais on voulait appliquer de nouvelles sanctions énergétiques, ou en tout cas d'achat d'énergie à la Russie, Florian Yelpo. Et encore une fois, ça s'inscrit dans un environnement où on a non pas 10% des matières premières qui montent ensemble, on a 75% des matières premières qui sont en train de s'élever ensemble. Donc oui, on n'est pas tous confrontés de la même façon à ce choc inflationniste. C'est un choc inflationniste, on n'y est pas tous confrontés de la même façon, mais néanmoins, on y est tous confrontés ensemble. La France ne fait pas exception à ça. Oui, il y a moins d'inflation en France aujourd'hui qu'il n'y en a en Allemagne ou en Italie. On était à 10% en Italie. Néanmoins, c'est un problème parce que les salaires ne croissent pas suffisamment vite pour compenser la progression du coût de la vie auprès des ménages d'un côté et ensuite auprès des entreprises. Les coûts vont également progresser, on devra peut-être le découvrir à cette saison d'annonce des résultats, peut-être la saison prochaine, c'est difficile de situer le timing de son impact. Alors un mot toujours des sanctions peut-être avec vous, Xavier de Buren, du coup même question, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on voit une volonté politique
d'accentuer des sanctions vis-à-vis de la Russie. Je rappelle quand même que des sanctions, il y en a eu beaucoup et massives. On parlait même à un moment d'armes nucléaires économiques vis-à-vis des sanctions qui ont été infligées à la Russie. Là, on voit l'Union européenne qui fait part de sa volonté d'appliquer des sanctions. Et il y a ce sujet énergétique de dire bah oui mais finalement ça veut dire que la première économie européenne demain si jamais elle n'a plus de gaz elle va se retrouver dans une situation très compliquée. On entend parler de récession. Est-ce que l'Union européenne peut se le permettre et pourra aller au bout des annonces qui sont faites aujourd'hui? Je dirais que c'est un enjeu très important pour l'Union européenne. Ça va être la question de l'unité par rapport à ces problématiques énergétiques. Il est vrai que la France est moins concernée. Le nucléaire a une place bien plus importante dans la production énergétique en France. On voit que l'Allemagne, qui a fait un trait sur toute son industrie nucléaire il y a quelques années sous l'égide de Madame Merkel, évidemment, paye cela aujourd'hui. Donc ça remet en cause énormément de choses. Vous l'avez dit en introduction, les déclarations du patron de la Deutsche Bank qui met en avant des risques de récession forts en Allemagne. Il est clair que quand vous voyez les premiers commentaires des entreprises industrielles allemandes, ça fait effectivement froid dans le dos. Il y a eu un certain nombre de profit warnings, donc de révisions à la baisse des objectifs annuels qui se sont succédés les unes après les autres la semaine dernière. Et ça, ce n'est que le début. Et puis là, c'est pas les économistes, c'est les entreprises qui parlent. Exactement. C'est les premiers. Aujourd'hui, vous avez un dilemme qui est très fort sur les deux agents privés économiques, à savoir cette inflation. Ça impacte, évidemment, le consommateur. On le voit tous les jours à la pompe, on le voit quand vous recevez vos factures de chauffage, etc. Donc c'est un impact direct. Et le deuxième impact qu'on a évoqué précédemment pour les autres acteurs privés que sont les entreprises, c'est la hausse du coût des intrants, la hausse du coût des biens intermédiaires. Et ça, et c'est tout l'enjeu qu'on a sur le marché boursier aujourd'hui, c'est de se dire quel va être l'impact réel de cette inflation sur les marges des entreprises. Et on a des zones qui sont beaucoup plus concernées que d'autres. Alors aujourd'hui, de vous dire qu'est-ce que l'Union européenne va pouvoir sortir à nouveau de son chapeau comme... Mais est-ce qu'elle va pouvoir sortir quelque chose ? C'est pas un tour de magie, mais est-ce qu'elle va pouvoir sortir quelque chose ? Moi, je n'en sais rien. On s'attendait, après les déclarations ce matin, en disant qu'il y avait déjà des choses qui étaient décidées. On voit qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de déclaration. Mais c'est sûr que la marge de manœuvre, elle est très limitée et qu'aujourd'hui, on voit bien que l'Union européenne marche sur un fil qui est quand même assez qui est tendu et qui est assez dangereux. Alors avec un sujet effectivement en lame de fond, vous l'avez dit, Florian Yelpo, c'est le sujet de l'inflation. Xavier de Buren, donc on a eu le chiffre de l'inflation en annuel donc au mois de mars, en fin de semaine dernière, une inflation de 7,5%, une augmentation des prix à la consommation de 7,5% par rapport au mois de mars 2021, qui tombe une semaine et demie à peu près avant la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Alors on a vu effectivement la Fed commencer à agir face à l'inflation, on pourra y revenir. Là, la question, c'est est-ce que la BCE va, elle aussi, commencer à agir ? Est-ce qu'elle va être forcée à agir face à ce nouveau chiffre ? Alors que pour le moment, on rappelle que la position de Christine Lagarde, c'est de dire on va agir, mais on n'est pas encore sur une remontée de taux. Pour l'instant, on va juste réduire notre soutien monétaire et on verra un petit peu plus tard, effectivement, si on commence à remonter les taux. Est-ce que là, la BCE pourrait se trouver forcée de remonter ses taux, selon vous ? Alors, ce qui a été intéressant, c'est de voir la semaine du 17 mars où on a eu tous les jours une réunion de Banque centrale. Ça a commencé par la Fed, qui a augmenté ses taux de 25 points de base, la première taux depuis 4 ans. Bien sûr. En mettant en avant, effectivement, la bonne santé de l'économie américaine, éviter le risque de surchauffe, et la lutte contre l'inflation. Le lendemain, on a eu la Banque d'Angleterre qui a également relevé pour la 2e ou 3e fois ses taux durant l'année, tout en disant on va se montrer prudent pour ne pas essayer de casser la dynamique de croissance. Ensuite, on a eu la Banque du Japon le lendemain, qui elle a dit qu'elle n'allait pas bouger parce que le risque, l'origine d'inflation est liée aux matières premières et que le risque de remonter les taux dans un environnement comme ça pourrait avoir un impact très négatif sur la croissance. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les banques centrales gèrent cette question de l'inflation à différentes vitesses, en fonction de là où l'économie visée est dans le cycle, mais aussi plus ou moins l'impact de cette guerre en Ukraine. Et on voit bien aujourd'hui que les États-Unis ne sont pas concernés par cela, ou très peu, l'Asie pas du tout également, l'Angleterre un petit peu plus, et à nouveau, c'est l'Europe qui va en pâtir. Et la BCE se retrouve dans un dilemme aujourd'hui. Le dilemme est le suivant, c'est que, il faut lutter contre l'inflation. Donc ça implique finalement une politique monétaire restrictive. Bien sûr. Et les contraintes militaires
qui entraîne des conséquences économiques très importantes en Europe, nécessite d'avoir une politique expansionniste. Donc, ou en tout cas de pouvoir dire au marché qu'on est là pour avoir un filet de sécurité s'il y a un ralentissement marqué, etc. Donc la situation actuelle ne le permet pas avec une inflation qui est si importante. Donc il y a un vrai sujet et c'est pour ça qu'il va falloir étudier mot par mot tout ce qui va être dit lors de la conférence de cette réunion de la Banque Centrale Européenne pour voir est-ce qu'on va aller vers finalement une accélération du calendrier de restriction de cette politique monétaire. Donc c'est une réunion qui est très très importante aujourd'hui. François Collet, sur ce sujet du coup de la prochaine réunion de la BCE qui arrive dans un contexte aussi complexe que l'a rappelé Xavier de Buren pour Christine Lagarde et pour les économistes de la Banque Centrale Européenne. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Quel est votre scénario ? Alors je pense qu'on n'a pas grand-chose à attendre de la prochaine réunion. On n'aura pas de hausse de taux. On n'aura pas de hausse de taux la semaine prochaine. La BCE ne sera pas au pied du mur la semaine prochaine vis-à-vis des hausses de taux. Non, clairement, je pense que c'est important pour la Banque Centrale Européenne d'être lisible. Elle a déjà dû changer son fusil d'épaule au cours du premier trimestre, suite à la réunion du mois de décembre où elle avait dit qu'on ne verrait pas de remontée de taux en 2022. Elle a dû faire du rétropédalage au cours du premier trimestre. Je pense que c'est important pour elle de montrer qu'elle est lisible et de se tenir à la stratégie qu'elle a précédemment évoquée. La stratégie lui laisse un petit peu de marge de manœuvre, mais les marges de manœuvre, elles ne sont pas énormes. En gros, c'est première remontée de taux en septembre ou au mois d'octobre. Ça va difficilement être avant cela. Ça peut pas être en tout cas à la réunion de la semaine prochaine. Et donc, elle va a priori aller dans ce sens-là. Elle précisera clairement pas son timing sur le mois de septembre ou le mois d'octobre dès aujourd'hui. Elle a tout le temps pour le faire au cours de l'été. Et j'aurais tendance à dire que dans un premier temps, finalement, la première partie du cycle de hausse de taux n'est pas si compliquée que ça pour les banques centrales. Oui, il faut remonter les taux parce que l'inflation est trop haute. Oui, il faut maintenir une politique monétaire accommodante parce que les perspectives de croissance sont orientées à la baisse. Mais vu le niveau d'où on part, il y a de la place pour concilier les deux. C'est-à-dire il y a de la place pour commencer un cycle de remontée de taux tout en maintenant une politique monétaire accommodante. Il y a de la place pour concilier les deux, mais le sujet, c'est de ne pas trop faire peur justement au marché et aux investisseurs, parce que du coup, la BCE ne le fera pas lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, justement parce que vous nous le disiez, il faut qu'elle reste lisible, donc il faut le faire très progressivement. Il va falloir le faire progressivement. Je pense vraiment garder sa crédibilité et sa crédibilité dans sa communication vis-à-vis des investisseurs, c'est vraiment très important. Donc elle ne peut pas se déjuger toutes les 6 semaines, la BCE, c'est important. Par contre, oui, il va falloir remonter les taux. Ça, il y a aucun doute qu'à 7,5% d'inflation, on n'a pas à avoir des taux en territoire négatif. Sur longue période, les taux d'intérêt des banques centrales doivent évoluer de concert avec l'inflation. Alors il peut y avoir des écarts pendant plus ou moins significatifs et pendant un certain temps. Mais là, ça fait plus d'un an qu'on a une inflation qui est largement supérieure à l'objectif de la Banque centrale. On sait que d'ici la fin d'année, on sera sans doute pas redescendu en dessous de 5 ou 6%. Donc on est encore parti pour un an d'inflation largement supérieure à l'objectif de la BCE. Elle va se devoir d'agir. Mais c'est pas parce que la BCE remonte ses taux, par exemple, à 0% en fin d'année, alors qu'on sera toujours à 5 d'inflation, qu'on pourra dire que la BCE fait une erreur de politique monétaire et qu'elle devient restrictive. 0 de taux alors qu'on a une inflation à 5, ça reste quelque chose de excessivement accommodant. Et alors, ça veut dire que, si je comprends bien, donc, une remontée de taux ne serait pas une erreur de politique monétaire et une non-remontée de taux alors que l'inflation continue à progresser, ce serait une erreur de politique monétaire ? Oui. Je pense vraiment. Ouais. Mais tout en restant lisible et donc sur un calendrier de septembre-octobre prochain, pas avant, parce que sinon, effectivement, ce serait trop abrusque. Finalement, c'est ce qu'il faut comprendre. Si on ne durcit pas la politique monétaire, il faut m'expliquer comment est-ce que l'inflation va revenir vers l'objectif. L'inflation, pour qu'elle revienne vers l'objectif, il faut... pour qu'elle descende significativement, il faut soit qu'il y ait un choc, il faut qu'il y ait un choc significatif sur la demande. Ou un choc positif sur l'offre. Le choc positif sur l'offre, j'ai du mal à le voir. Le choc négatif sur la demande,
à part le choc qui est lié à l'inflation et à l'augmentation des prix des matières premières, en général, ça vient effectivement d'un choc de politique économique, budgétaire. Il y a une grosse restriction budgétaire. Je n'ai pas l'impression que ce soit à l'ordre du jour quand on suit la campagne électorale en France, et ni trop ailleurs, soit monétaire. Et là-dessus, avant que la politique monétaire devienne restrictive, il faudra avoir significativement monté les taux. Oui, alors puisqu'on est sur le sujet Banque centrale, je vous propose d'évoquer rapidement le sujet de la Fed, même si le rapport de l'emploi de vendredi vient valider les rumeurs qui n'étaient plus des rumeurs d'ailleurs, mais de hausse de taux de 50 points de base plutôt de 25 points de base. Là, on a l'impression finalement que la Fed est dans sa stratégie, que la décision prise de remonter ses taux a été faite au bon moment, et le rapport sur l'emploi vient valider finalement la stratégie. Là, tout va bien, finalement. Tout va bien. Tout va bien. On le commente rapidement, mais tout va bien. Effectivement, tout va bien. Il n'y a pas de heurts dans sa communication. Et c'est encore une fois en ça que la communication des banques centrales est vraiment importante. Oui, la Fed a de la place pour remonter ses taux de 50 points de base à la prochaine réunion, sans doute 50 points de base à la suivante. Et finalement, jusqu'à ce qu'elle arrive vers 2,50, qui peut être vu par certains comme un taux neutre, la Fed se doit de remonter ses taux assez rapidement puisqu'on a une inflation qui est galopante. Et donc, après, dans la deuxième partie du cycle, ce sera une autre histoire. Savoir si il faut continuer à un rythme agressif ou savoir s'il faut ralentir pour essayer de permettre à l'inflation d'atterrir en douceur sans heurter la croissance. Ça, ce sera une autre paire de manches. Mais pour l'instant, en gros, il n'y a pas trop de questions à se poser de la part de la Fed. Il faut y aller de manière assez agressive. Parce que, encore une fois, les taux réels, les taux de la Fed moins l'inflation, n'ont jamais été aussi accommodants depuis 50 ans. Parce qu'effectivement, il faut remettre en regard les taux de la Fed pratiqués par rapport à l'inflation. Florian Yelpo, même question. Alors sur les deux politiques de banque centrale, deux situations très différentes. Comment est-ce que vous voyez, vous, ces séquences banque centrale, l'une qui a déjà commencé sa remontée des taux et l'autre qui se retrouve effectivement un petit peu bloquée face à une remontée des taux actuelle? On est très aligné avec ce qui vient d'être décrit, avec juste un élément de risque, qui est que, un petit peu comme dans le cas du Covid, on mesure assez mal ce qui est en train de se passer sur l'économie européenne et l'économie américaine. On va mettre du temps avant de pouvoir collecter des séries de données qui mesurent ce qui est en train de se passer. Si on regarde l'ISM la semaine passée, qui est un indicateur avancé de l'économie américaine, sa composante nouvelle commande, qui est la composante la plus avancée, elle décline et elle surprend les économistes à la baisse. On regarde l'IFO allemand, il est effectivement en chute libre. Les enquêtes de la Commission européenne la semaine passée aussi montrent des situations qui sont très, très fortes, très élevées et déclinantes en même temps. Et la semaine passée, vous décrivez des indicateurs qui nous donnent en fait une indication justement sur l'économie demain parce que des nouvelles commandes passées ou alors un moral des chefs d'entreprise qui du coup témoignerait du dynamisme de l'économie demain. Exactement. Et le problème auquel on est confronté, il est assez simple. C'est qu'on vient de très haut, on ne sait pas à quelle vitesse on tombe, et du coup, on a de la peine au juger de savoir dans quelle zone on va s'arrêter. C'est un petit peu la difficulté à laquelle on va être confronté. Pour moi, le meeting de la BCE le plus important, ce sera celui de juin, parce qu'en juin, on aura collecté suffisamment de données pour mesurer exactement l'ampleur du ralentissement allemand, en premier lieu, italien en deuxième lieu, français également, et de voir effectivement est-ce que la zone euro est aux portes d'une récession, et là la politique monétaire elle change du tout au tout, parce que l'inflation va aussi changer du tout au tout. Juste pour rappel, la Chine aujourd'hui, elle est dans une situation économique assez difficile. L'indice des prix à la production, donc les coûts de production auxquels sont confrontées les entreprises, il est de l'ordre de 15-20%, je n'ai pas les chiffres exactement en tête. Son inflation, elle est de 1,7%. C'est-à-dire que l'inflation, c'est quelque chose qui prospère uniquement quand il y a une forte demande. Si on rentre dans une zone qui est plus difficile économiquement pour les entreprises, pour les ménages, pour nous, ça pourrait amener une forte révision. Donc ce meeting de juin, il va être le meeting charnière pour nous du point de vue de la BCE. La Fed n'a pas du tout les mêmes enjeux, l'ampleur du ralentissement ne sera pas le même. Et pour l'instant, on continue de penser qu'on devrait plutôt avoir des surprises à la remontée que des surprises de stabilisation de la politique monétaire, en tout cas aux États-Unis. Parce que forte demande, parce que forte inflation. Et c'est le mandat de la Fed
réguler ce problème-là. Alors, vous avez prononcé un mot, Florian Yelpo, qui est celui de récession, et je me retourne vers vous, François Collet, gérant obligataire. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté des taux obligataires. Quand on regarde effectivement la courbe des taux obligataires aux États-Unis, théoriquement, on voit une inversion de cette courbe. On a vu une inversion la semaine dernière entre le 5 ans et le 30 ans. On voit aujourd'hui une inversion entre le 3 ans et le 5 ans qui sont au-dessus du 10 ans américain. Si on regarde ça de manière très théorique, ça veut dire que c'est annonciateur d'une récession. Alors, quand on creuse un petit peu plus loin, on voit un certain nombre de commentateurs qui disent, alors oui, effectivement, c'est souvent, toutes les récessions ont été anticipées par des hausses de taux, mais pour autant, le logiciel pour lire l'inversion de la courbe des taux actuelle n'est peut-être pas à prendre au pied de la lettre d'un point de vue théorique. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça, François Collet, de manière simple, si je puis le dire ainsi? Okay. Effectivement, souvent on a des cycles monétaires, et puis il y a pas mal de récessions qui sont provoquées par on a trop de demandes, on est en surchauffe, et puis ça commence à faire monter l'inflation, et donc la Banque centrale veut monter ses taux et faire une politique restrictive pour ralentir l'économie. Puis au moment où la politique monétaire est trop restrictive, comme ça a pu être le cas en 1980, comme ça a pu être le cas en 2007, ou peut-être même plus récemment en 2018, le marché se dit « Oula, ça commence à faire ralentir la croissance », et donc le prochain mouvement de la Banque centrale, ce sera plus à la hausse, mais ce sera à la baisse, puisqu'on va avoir une récession. Et donc on a une courbe des taux d'intérêt qui s'inverse, avec des taux attendus dans quelques trimestres qui sont plus bas que les taux actuels. Et donc, c'est le scénario classique de la Banque centrale pour faire redescendre l'inflation provoque un ralentissement, voire une récession. Donc ça, c'est le scénario du cycle classique. Je pense que là, ça marche. Ça a marché pas mal de fois. La dernière inversion de courbe de taux aux États-Unis, c'était en 2019. D'accord. On s'en souvient. Et effectivement, en 2020, on a eu une récession. Néanmoins, sans pour autant qu'on puisse trouver un lien entre les deux. Exactement. Et après, il manque le lien de causalité. Et il n'est pas du tout dit que si on n'avait pas eu la crise du Covid, on aurait eu cette récession. Je ne suis pas sûr que ça marche à chaque fois. Et un indicateur que nous, on préfère regarder, c'est pour savoir si justement la politique monétaire devient trop restrictive et donc va provoquer une récession, c'est de regarder la politique monétaire au regard de l'inflation. D'accord. Ce dont on parlait tout à l'heure, donc c'est taux réel. Et je pense que si l'année prochaine, la Fed monte ses taux d'intérêt à 3%, alors qu'on est toujours à 4% d'inflation, la politique monétaire ne sera pas particulièrement restrictive, et qu'il n'y a pas de raison qu'une récession soit provoquée par la Fed. Il y a tout un autre tas de raisons qui pourraient provoquer une récession, mais en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'on puisse parler d'erreur de politique monétaire sur les niveaux dont on parle actuellement, qui justifient un retour à la récession. Mais alors justement, pour rebondir sur votre démonstration, là on a eu une hausse de taux de 25 points de base. Alors effectivement, on en attend 6 autres dans l'année, et on est tout de suite devant un début d'inversion de la courbe des taux. Qu'est-ce que ça nous dit quand même, la situation actuelle vis-à-vis du comportement des investisseurs? C'est une certaine fébrilité dans la démonstration que vous nous avez donnée, ou une perte d'habitude d'avoir une banque centrale moins accommodante? Je pense que les investisseurs regardent le point de neutralité de la Fed en termes nominal, et donc se disent que la dernière fois, quand la Fed a monté ses taux à 2-3 quarts, ça a provoqué un ralentissement. D'accord. Et donc, comme il devrait monter a priori vers 2-3 quarts d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine, ça provoquera un ralentissement, voire une récession. Mais je pense qu'il est plus opportun de regarder les choses en termes réels et de les déflater de l'inflation. La dernière fois que la Fed a monté ses taux à 2-3 quarts en 2018, l'inflation était en dessous de 2. Donc on avait des taux qui étaient 1% au-dessus de l'inflation. Si on est à 2-3 quarts en fin d'année, les taux de la Fed seront toujours 2% en dessous de l'inflation. Donc en ça, il n'y aura pas de politique monétaire restrictive, et donc, a priori, pas de récession à anticiper. En tout cas, c'est ce qu'on pense chez DNCA. Alors ça, c'est pour effectivement ce que nous dit la courbe des taux. Xavier de Buren, on va peut-être regarder cette situation maintenant d'un point de vue marché. Le deuxième trimestre 2022 s'ouvre. On regarde du coup les performances au premier trimestre, des performances négatives pour un certain nombre d'indices, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, mais
qui se maintiennent globalement. C'est-à-dire qu'on voit le CAC 40 qui perd entre 6 et 7%, 6,9%, j'ai noté, sur le premier trimestre. Au regard du contexte actuel, de l'inflation, du conflit sur les territoires européens, de la reprise de la pandémie dans un certain nombre de pays, et notamment en Chine, on se dit que les indices boursiers et les marchés actions tiennent relativement bien. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Xavier de Buren ? Alors je dirais qu'il y a une explication un peu technique de composition d'indices qui fait que dans le CAC 40, vous avez en poids, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de banques. Et ça, finalement, c'est des proxys liés positivement à l'inflation. Et donc, on voit un impact finalement sur ces gros poids de l'indice qui sont limités. Donc, c'est ça qui explique que ça tient bien, parce que le secteur de l'énergie profite de ces niveaux de cours des matières premières. Donc, il faut bien faire attention et il faut bien comprendre qu'au sein de la construction des indices, il y a des poids importants qui peuvent influer sur la performance d'un indice. Donc c'est le CAC 40 est l'arbre qui cache la forêt. Ça ne veut pas dire que les marchés actions se portent bien parce que les valeurs qui composent l'indice du CAC 40 se portent bien. Voilà, vous avez beaucoup de divergences au sein d'un même indice. On l'avait vu l'année dernière avec l'excellente surperformance du CAC aidée par les valeurs du luxe qui expliquaient un tiers à L4, qui expliquait un tiers de la performance absolue de l'indice. Donc effectivement, il y a une question de composition. Et quand on regarde distinctement, on voit des divergences très fortes en termes de secteurs, et même au sein de ces secteurs, des divergences très fortes en termes de valeur également. C'est pour ça que la sélection de titres, ce qu'on appelle le stock picking, est vraiment primordial aujourd'hui pour essayer de passer entre les gouttes. Ce qui est sûr, c'est que le marché se rend compte, on l'a évoqué en début d'émission, c'est que finalement la guerre en Ukraine reste très concentré à l'Europe aujourd'hui pour son impact économique réel. Et donc vous avez pas mal de sociétés internationales qui finalement sont très bien diversifiées, ont un impact limité de la part de cette zone de conflit qui continue à bien surperformer. Et là on retrouve des valeurs de très bonne qualité, que ce soit Air Liquide, Essilor, qui c'est vraiment des leaders mondiaux qui sont très bien exposés à travers le monde et donc qui ont cet impact réel qui est limité. À un bémol près, c'est que la guerre en Ukraine accélère une tendance qui était déjà présente avant, qui était justement cette inflation des matières premières et donc des prix de l'énergie. Et ça, quelle que soit la diversification géographique des entreprises, les prix de l'énergie pour produire ont augmenté mécaniquement. Vous avez raison, mais là je vous ai donné deux exemples qui sont des leaders mondiaux. La caractéristique du leader, c'est des barrières à l'entrée fortes dans son marché, et en tant que leader, c'est un peu lui qui fait le marché, ou en tout cas il a cette capacité d'augmenter les prix. Et donc c'est là où encore une fois la sélection de titres va être très importante, c'est qu'il faut se concentrer sur ces valeurs qui ont cette latitude de pouvoir faire passer des hausses de prix de par leur force, de par l'innovation et la valeur ajoutée de ce qu'ils produisent, et où ces hausses de prix se justifient. Donc il est vrai que Essilor, pour couvrir... déjà, c'est un groupe qui est très intégré, qui est très bien intégré, donc il gère beaucoup mieux toutes les contraintes de supply chain, Bien sûr, toutes les contraintes également de transport. Plus vous êtes intégré, plus vous maîtrisez bien ces enjeux-là. La difficulté, c'est quand vous êtes un maillon, un équipementier au milieu de cette chaîne de valeur, où finalement vous dépendez de pièces qui viennent en amont, et puis vous dépendez de tout le monde, et donc ça c'est dramatique, et vous n'avez pas de capacité à pouvoir augmenter vos prix. Parce que vous avez l'inflation et les marges de chacun par-dessus. Exactement. Et vous n'êtes pas essentiel, et voilà. Donc c'est vraiment, c'est là toute la difficulté. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur ces valeurs qui ont cette capacité, c'est-à-dire qu'on cette capacité à augmenter les prix. Mais après, plus globalement, c'est jusqu'où on peut aller pour que finalement votre client industriel accepte les hausses de prix que vous allez lui imposer. Et puis au final, c'est ce que le consommateur, jusqu'où il peut aller pour accepter ces hausses de prix. Et on en revient sur les hausses de salaire qui n'existent pas, dont nous parlait Florian Yelpo tout à l'heure, pour le coup. Un mot peut-être encore sur les entreprises, et donc en lien avec les marchés actions, c'est la saison des résultats va commencer. Est-ce que là, pour le coup, on peut s'attendre à des mauvaises surprises ? Mais ça a déjà commencé. J'évoquais des industriels allemands qui
qui avertissent sur l'impact extrêmement fort qu'on peut avoir sur la note énergétique. Vous avez des producteurs d'acier inox, notamment Acerinox en Espagne, qui a arrêté ses fours pendant 3 jours parce que les hausses des prix de l'énergie n'avaient plus aucune raison économique de poursuivre la production. Donc ce qu'on va avoir, je pense que les résultats du premier trimestre, finalement, ça va être c'est pas l'essentiel. L'essentiel va être dans le discours des sociétés, dans la révision de leurs objectifs annuels. C'est vrai que l'année avait plutôt commencé sur des très bonnes tendances, janvier, février, enfin jusqu'à mi-février, fin février, sur les mêmes tendances côté 4 dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup d'industries. Donc les sociétés avaient donné des objectifs pour 2022, et tout l'enjeu, ça va être l'ampleur de cette révision, l'ampleur de l'impact sur les marges de la part de ces acteurs-là. Et donc, on a une publication qui est sans doute à risque, mais on le voit, et pour des raisons structurelles de marché, les entreprises allemandes se doivent d'avertir avant la date de publication s'il y a un changement majeur dans leur... Donc c'est ce qu'on commence à voir maintenant, et il va falloir être très, très vigilant et très sélectif sur la publication à venir, parce qu'il y a des enjeux très, très importants. Et donc, même si certaines boîtes vont baisser leurs objectifs, peut-être que ce sera qu'ils ont moins baissé que ce que le marché peut attendre, et ça montrera une certaine flexibilité à ajuster les coûts, une certaine flexibilité à pouvoir augmenter les prix. Donc, ça va être des publications qui vont être très intéressantes pour montrer la résilience de certaines industries ou de certaines valeurs. Florian Yelpo, même question finalement sur ces niveaux de marché et sur la situation des entreprises. Alors je rajouterais peut-être juste un élément. Effectivement, vous avez parlé des valeurs du luxe qui ont très largement performé l'année dernière, ou les tech aux États-Unis. Aujourd'hui, on est plus sur un retour vers la value, mais la value qui est du coup encore plus dépendante au sujet énergie, comme toutes les entreprises, mais en plus prix des matières premières, aluminium ou autres. Donc quel est votre scénario un petit peu pour ce deuxième et troisième, pour ce deuxième trimestre 2022 et pour l'année 2022? Il faut reconnaître la complexité de la situation, la première étape. On pense, alors je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais en plus de ça, j'attirerai l'attention sur la problématique de la valorisation. C'est-à-dire que vers le 14-15 février, on a commencé à avoir ce pricing croissant du conflit ukrainien. On en est très rapidement sorti depuis la mi-mars jusqu'à aujourd'hui. On est revenu sur des niveaux de valorisation qui sont assez proches d'avant le pré-conflit, on va dire. Il y a une grande différence, par contre, c'est que les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés. Alors dans les livres, ce qu'on apprend aux étudiants, c'est que le prix d'une action, c'est une fonction de 2 éléments, le discount factor, donc l'impact des taux d'intérêt, et puis les résultats des entreprises. Alors les résultats, c'est quelque chose de nominal, donc c'est quelque chose qui profite énormément de cet accroissement nominal des valeurs. L'inflation qui monte, c'est simplement que vous, entreprise, vendez plus cher un produit si vous avez le contrôle. Si vous pouvez le faire. Si vous êtes placé dans votre marché pour y arriver. Et on se retrouve aujourd'hui en fait sur à peu près tous les indices avec des taux qui sont plus élevés. Donc normalement des valorisations qui devraient être plus faibles, mais on est au même niveau. Donc qu'est-ce qui a changé? C'est l'anticipation de earnings. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est l'anticipation de la progression des résultats qui, à notre sens, aujourd'hui est un petit peu déraisonnable. Les analystes attendent à peu près sur l'Eurostock 50, donc les plus grandes capitalisations européennes, et le S&P, donc les plus grandes capitalisations américaines, aux alentours de entre 8 et 10% de croissance des résultats sur l'année. Ça reste possible avec la magie nominale, c'est-à-dire avec le fait que l'inflation soit quelque chose de positif à court terme pour l'entreprise. S'il y a ralentissement, là par contre, les valorisations qu'on atteint aujourd'hui, elles sont un petit peu élevées. Question naïve, je rebondis sur vous parliez de cette capacité à pouvoir réaffecter la hausse des coûts dans les prix de ce qu'on vend. Est-ce qu'il vaut mieux du coup se tourner vers des entreprises qui font plus du B2B que du B2C, ou c'est pas forcément, faut pas forcément réfléchir comme ça? On pense qu'il faut surtout s'intéresser à la qualité de la formation des résultats des entreprises. Nous, c'est un biais qu'on essaie d'avoir en amont, avant même de penser titre de croissance ou titre value, c'est de s'intéresser à effectivement quelle est la position dans le secteur et est-ce que c'est capable de répliquer les résultats qu'on a pu observer jusqu'à aujourd'hui. Si on prend la fameuse tech américaine qui a tant souffert les 15 premiers jours de l'année, on se rend bien compte qu'il y a une vraie différence entre ces résultats qui sont soutenables, entre guillemets, et ceux qui ont plus de peine, qui sont plus dépendants de la moindre remontée des taux réels, même si on est très très loin en termes de taux réels d'avoir revu des territoires positifs. François Collet, même question, mais alors du côté de la dette d'entreprise, des obligations d'entreprise, comment est-ce que vous voyez la situation? Comment est-ce que vous regardez ces marchés obligataires, j'en fais tomber mon stylo, ces marchés obligataires et la situation ou l'appréciation des
des investisseurs vis-à-vis de la dette corporate? Alors, effectivement, il y a une grosse différence entre le marché de la dette corporate et le marché action. C'est que le marché action est un actif réel. Il permet de s'exposer à la hausse de l'inflation et par l'augmentation des résultats, l'augmentation de l'inflation doit permettre de compenser finalement la baisse de la croissance. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour les dettes, dans le sens où sur de la dette, sur la dette corporate, vous n'êtes pas indexé sur l'évolution des prix, et que le ralentissement peut avoir un effet assez délicat à gérer pour la solvabilité des entreprises. On n'en est pas encore au point de voir une augmentation des taux de défaut de manière importante. Néanmoins, il y a quand même plusieurs choses à prendre en compte. C'est ce potentiel ralentissement, d'une part, et puis la très forte augmentation de la volatilité des prix des matières premières. Le prix est un problème, mais la volatilité est également un gros problème, puisque les entreprises vont chercher à se couvrir sur des contrats longs, mais ces coûts de converture vont être beaucoup plus importants. Et donc, c'est pour les entreprises les moins bien notés, les plus fragiles, ça peut être un facteur déclenchant d'un défaut. Donc oui, les investisseurs sur le marché de la dette corporate, notamment sur les segments high yield, vont être beaucoup plus précautionneux et demandent des primes pour se protéger beaucoup plus importantes que ça ne le pouvait l'être encore en début d'année ou l'année dernière. Le financement d'entreprise peut devenir un sujet demain ou pas encore aujourd'hui? Pas encore aujourd'hui, mais si on a un vrai ralentissement, oui, ce sera un problème sur les dettes des entreprises, sans doute avant d'être un problème sur le marché action. Florian Yelpo, je voyais que vous vouliez réagir également sur le sujet. Non, absolument d'accord sur le côté actif réel qui passe l'inflation versus l'actif qui va en souffrir. Je repensais juste à ce qu'on disait précédemment sur l'inversion de la courbe des taux. La dernière fois qu'on a eu une inflation aussi forte, donc à la fin des années 70, l'inversion de la courbe des taux avait atteint quand même moins de 200 points de base. Donc on a un petit peu, si on serait-on dans une situation comparable, on aurait encore quelques trimestres devant nous avant d'atteindre des niveaux pareils, si on y arrive. Oui, à un moment où les taux courts américains étaient à 20% et où l'inflation était à 5%, donc on avait des taux réels à plus 5%. Donc on en est quand même, vu au niveau où on est sur les taux d'intérêt et d'autant plus vis-à-vis de l'inflation, il y a encore... on est dans une situation qui est très très différente de celle qu'on avait pu connaître. Oui, il y a de la place, mais dans ce qu'on voit aujourd'hui d'inflation et de niveau de taux, je trouve que l'inversion est quand même déjà très, voire trop importante. Ouais. D'accord. Alors ça, c'est pour l'obligataire. Il nous reste 1 minute. On a du coup le temps de commenter un chiffre que je trouvais intéressant de commenter aujourd'hui. On en a parlé rapidement avant l'émission avec Xavier de Buren, donc je me retourne vers vous. On a parlé de l'inflation en Europe, 7,5% sur un an au mois de mars en Union européenne. Si on regarde du côté de la Turquie, on parle de 61% sur un an au mois de mars. Je ne me suis pas trompé dans le chiffre, c'est effectivement 61%. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation des émergents vis-à-vis de cette flambée des prix des matières premières et donc potentiellement de l'inflation dans le pays? Alors, je n'ai pas regardé en détail la composition de cette inflation, mais je pense qu'il y a beaucoup d'inflation qui est liée à la baisse de la monnaie turque. Bien sûr, oui, de la livre turque. Oui, bien sûr. À l'extérieur, évidemment, ça doit avoir un impact. Mais ce qui montre bien, c'est que les politiques énergétiques de chaque pays, on le voit bien, qui ont des impacts différents sur cette inflation, militent vers une hausse des souverainetés énergétiques, sanitaires, économiques, c'est ce qu'on avait vu, et ne serait-ce qu'en Europe, les divergences de politique énergétique que l'on a au sein de l'Union, il est évident qu'il faut maintenant avancer la main dans la main pour éviter de se retrouver dans des situations comme ça. Et la Turquie, qui est un pays quand même beaucoup plus isolé géopolitiquement parlant, économiquement, eh bien, on le voit, les ravages que ça fait pour les habitants de la Turquie. Voilà, bon, un commentaire rapide de ce chiffre impressionnant qui méritait d'être mentionné quand même aujourd'hui en plateau. Merci beaucoup Xavier de Buren. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion. Merci Florian Yelpo, Head of Macro de Lombardia Investment Management. Merci à vous. Et François Collet, merci, gérant obligataire chez DNCA. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à thème.